Bonjour et bienvenue sur la chaîne Always Geeks. Mon nom est Vincent Pierre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Yann. Et aujourd'hui, on vous propose une petite analyse du manuel général 2020, mais seulement la portion, les changements qu'il y a eu sur les règles dans la portion match play ou jeu égal, et les changements qu'il y a eu en coup en point. Ça, on va se réserver ça pour après la fac qui devrait arriver sous peu, parce qu'il y a certaines factions qui dominent le méta actuellement qui n'ont pas encore eu de changement de coup en point. Donc, on veut attendre de voir tout ça là, pour faire une belle analyse. Oui, bien en fait, toutes les factions qui sont parues, dont le Battletome est sorti depuis les Cities of Sigmar, qui est sorti aussi en même temps que les Auric Warclans, n'ont pas leur nouveau point dans le manuel du général. Donc ça inclut plusieurs factions là, qui sont très fortes, notamment Tzeentch, les Auric Warclans, etc. Puis on peut s'attendre aussi à ce qu'il y ait peut-être certains changements de War Scroll. L'an dernier, il y avait eu des changements de War Scroll. Les moines de la peste des Skaven avaient eu un nouveau War Scroll notamment, donc c'est quelque chose qui est possible aussi. Ouais. Alors, les changements de coup en point, ça suivra. Nous, on va commencer peut-être par présenter, pas en détail tout le manuel général, mais présenter les changements qu'il y a eu, puis les commenter, l'impact que ça va avoir selon nous sur le jeu, voire sur les parties compétitives ou les tournois. Alors, on peut commencer avec la composition de l'armée. Pas de changement, bon, on va parler des parties à 2000 points, qui sont les parties standards en tournoi. Pas de changement majeur, à part qu'il y a une restriction qui est apparue. Maintenant, on peut seulement prendre de 0 à 3 sorts persistants dans une liste d'armées. C'est un changement qui affectera pas en fait beaucoup d'armées. J'ai vu quelques listes de Tzeentch qui jouaient parfois 3, 4, 5, 6 sorts persistants. Je pense que certaines constructions aussi des Cities of Sigmar pouvaient jouer plusieurs Endless Spells aussi. Mais mis à part ces deux listes-là, je pense pas que ça va avoir un impact important là, sur le méta. Je trouve que c'est quand même une règle intéressante. C'est juste un garde-fou qui se sont mis pour pas qu'on se retrouve avec un jeu qui se concentre exclusivement sur des sorts persistants. D'ailleurs, on verra à deux ou trois reprises dans le manuel, j'ai eu l'impression qu'ils mettaient des garde-fous en place pour éviter un spam d'un certain type d'unité ou Tout à fait. d'une certaine mécanique. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Petite règle spéciale qui a été ajoutée maintenant pour faire un jet pour annuler une blessure, on peut seulement faire un seul jet, même si on a plusieurs, ce qu'on appelle en anglais les feel no pain, plusieurs options pour annuler une blessure mortelle. On choisit la meilleure, on la roule une fois. Pas le droit d'une deuxième chance avec un deuxième feel no pain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, j'aime ça, ça va accélérer les parties, surtout les factions de dette avaient tendance à pouvoir accumuler les Feel No Pain. On pense à Nagash qui pouvait avoir 2 ou 3 Feel No Pain consécutifs. Donc là, ça va accélérer les parties, puis à un moment donné aussi, c'est de la logique. Tu as un Feel No Pain, tu prends ton meilleur, puis on avance avec ça. Donc c'est bien. Je suis d'accord, je trouve que c'est une règle qui est sympathique. Ensuite, le placement des pièces de terrain. L'an passé, on avait été un peu déçus de la façon dont ils avaient géré ça. Là, ils ont mis une nouvelle règle. En fait, on roule un dé, le joueur A va. On choisit chacun des pièces de terrain d'abord. On en choisit 5, 3 majeurs chacun, 2 mineurs chacun. Et là, on roule un dé. Le joueur A va prendre les 10 pièces de terrain, va les déployer sur le terrain. Et le joueur B va choisir son côté de terrain. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, ce changement-là? D'abord, peut-être aussi, il faut savoir que le déploiement des pièces de terrain se fait après qu'on ait choisi le royaume de bataille. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On va parler des royaumes de bataille tantôt. Moi, je déteste cette règle-là. En fait, je pense que ça va nuire énormément à certaines armées. En tant que joueur de Sylvanette, qui a besoin d'espace sur la table pour placer des forêts, si mon adversaire a la possibilité de placer le terrain, placer les pièces de terrain, ça va être facile pour lui de les placer de manière à ce que je ne puisse pas placer de forêt à des endroits utiles là, sur le terrain. Donc c'est presque un nerf pour certaines factions qui ont besoin de pouvoir placer leurs pièces de terrain de faction à des endroits stratégiques sur le champ. Ouais, parce que même si on a mis le garde-fou encore, on conserve les mêmes restrictions. Il faut que les pièces de terrain soient à 6 pouces les uns des autres. Si je joue contre toi qui est Sylvanette, moi j'ai pas de pièces de terrain de faction. Je pourrais être tenté de mettre toutes les grosses pièces de terrain au milieu à 6 pouces les unes des autres. Tes forêts Sylvanette entreront pas nulle part. Donc tu vas être obligé de les déployer sur le côté de la table. Ça me laisse tout le milieu pour aller t'attaquer. Donc j'ai juste par un jet de dés que j'ai gagné au début de la partie. Dans le fond, nerfer ton armée, diminuer l'efficacité de ton armée. Absolument. Fait que ça me semblait un jet qui était un petit peu trop important. Heureusement, en tournoi, ça n'aura pas lieu parce que généralement, en tournoi, les tables sont déjà placées. Puis on joue sur des terrains, dans le fond, qui n'ont pas été pensés pour avantager une armée plutôt qu'une autre. Ça évite par contre l'autre problème qu'on a vu quand on plaçait les pièces tour à tour. Ben, comme joueur Sylvanette, j'étais tenté de mettre les pièces à des endroits cachés dans les coins de table
ce qui est complètement laid en fait pour l'esthétique du jeu, pour laisser de la place pour le déploiement de mes forêts. Donc ça contourne ce problème-là, mais je suis pas certain d'apprécier. Je pense aussi aux idonettes qui ont besoin de leur bateau. Leur bateau était très très utile. Ben, c'est sûr qu'on va placer les pièces de terrain pour les empêcher de mettre leur bateau à des endroits stratégiques, etc. Oui, oui. Fait qu'on va probablement, nous, dans nos petites parties amicales, continuer comme on faisait avant, c'est-à-dire placer ensemble le terrain, dire c'est raisonnable, c'est beau, ok, c'est bon, il va avec ça, de façon à ce que ça n'avantage pas un joueur ou l'autre, particulièrement. Parce que comme tu le dis, de toute façon, en tournoi aussi, le terrain est déjà placé à l'avance. Donc, Ensuite, on a la règle des triomphes. Encore un petit changement sur les triomphes. L'an passé, on avait 6 triomphes. On roulait un dé. Celui qui avait le moins de points dans sa liste d'armée roulait un D6 et il y avait 6 options possibles. Ça lui donnait un petit bonus en cours de partie, quoique pas si petit que ça le bonus. Là, on a changé, on est rendu à 3 bonus seulement. Alors, soit dans une phase de tir ou de combat, on va choisir une de nos unités, on va lui permettre de relancer tous ses jets pour toucher. Soit dans une phase de combat, on va choisir une de nos unités, on va rouler tous les jets pour blesser. Ce que j'aime bien avec le Bloodthirster Insensate Rage, parenthèse. Où on va choisir une de nos unités, on va lui permettre de rerouler tous ses jets de sauvegarde. Tout ça pour, dans le fond, juste avoir eu un petit peu, ça fait juste 10 points de moins seulement que l'autre dans notre liste d'armée. les triomphes sont extrêmement forts et tout ça, comme tu le dis, pour avoir eu 10 ou 20 points de moins dans son armée que l'autre, c'est l'équivalent d'une excellente habilité de commandement. On ne parle pas de rerouler les 1 de touche, on parle de rerouler les jets de touche. Point. Oui. Donc c'est extrêmement fort. Rerouler les sauvegardes ratées, c'est extrêmement fort. Je trouve que ça va être déterminant. Ça vaut la peine, à la limite, de faire des listes de 1970, 1960 points juste pour avoir le triomphe. Comme tu dis, c'est l'équivalent d'une bonne command ability. Donc, on sait qu'on paye un point de commandement 50 points en début de partie. Puis souvent, dans nos listes, on va le payer 50 points parce qu'il vaut la peine. Tout à fait. Là, on l'a gratuitement juste parce qu'on a 10 points de moins dans notre liste d'armée que l'adversaire. Ça m'a toujours paru étrange, le principe des triomphes en jeu égal. On a l'impression que c'est là pour balancer les listes. Si quelqu'un arrive un petit peu en dessous, ça vient balancer, mais en fait, si tu arrives un petit peu en dessous, ça te met au-dessus de l'adversaire avec une habileté qui est trop forte. Tout à fait, ça récompense celui qui a le moins de points dans son armée. Alors qu'au contraire, quand on veut construire une liste d'armées, on devrait récompenser celui qui arrive à maximiser l'utilisation de l'espace qui est alloué. En tout cas, à notre avis, le triomphe ne devrait pas exister. Ou s'il existait, rerouler les 1 pour toucher dans une phase. Quelque chose de vraiment plus soft. Tout à fait. Finalement, avant d'arriver au plan de bataille là, qui ont été modifiés passablement, aptitude de commandement générique, on en a encore une fois 6. On a gardé les mêmes qu'on avait avant. Petite doléance, les nouvelles qui sont apparues dans le General Handbook 2019 sont sur du 12 pouces à 12 pouces d'un héros, Holy Within, c'est-à-dire entièrement à 12 pouces ou entièrement à 18 pouces d'un général. Mais dans les 3 premières habiletés qui étaient dans le Core Rulebook, qui sont aussi dans le General Handbook 2020, on est sur du 6 pouces, pas Holy Within, ou du 12 pouces du général, pas Holy Within. On aurait pu uniformiser de la part de Games Workshop, ça aurait été intéressant. Si vous êtes comme nous, quand vous jouez, vous oubliez parfois des distances, vous oubliez des habiletés. Il y a tellement de choses à retenir dans une partie. Games Workshop aurait pu simplifier un petit peu la situation là, en donnant juste du 12-18 Holy Within pour toutes les habiletés de commande. Alors, on va être rendu à l'analyse maintenant des plans de bataille. 12 plans de bataille dans le manuel général, comme il y avait l'an dernier. 2 sont disparus. Relocating Orb, l'orbe qui est l'objectif qui se déplaçait, a été enlevé, ce qui est une bonne chose parce que c'est un petit peu compliqué en partie de le déplacer. Puis il y avait beaucoup de chance aussi. Des fois, ton unité était juste à la bonne place, l'objectif tombait dessus, tu gagnais juste parce que tu avais été chanceux. Oui, on l'a essayé quelques fois ce scénario-là, puis on s'est rendu compte que souvent la victoire était déterminée par où l'objectif allait se déplacer aléatoirement. Donc, il y avait moyen de mettre les chances de son côté avec du bon positionnement, mais ça reste qu'il y avait un aspect chance beaucoup qui enlevait de la stratégie là, au jeu. Et Duality of Death aussi qui a été aboli. Dans le fond, c'était le scénario où on se déployait en deux blocs. Il y avait juste 2 objectifs, ce qui faisait qu'on jouait comme 2 parties séparées. Une partie avec la moitié de notre armée contre la moitié de l'armée adverse. Et une partie, la moitié de notre armée contre la moitié de l'armée adverse de l'autre côté de la table. Si on enlevait ça, s'il y a de quoi, ce qu'on a vu dans certains plans de bataille, les objectifs ont été rapprochés pour éviter justement peut-être qu'on ait des armées séparées, mais qu'on peut jouer notre armée comme un tout.
Moi, j'aimais bien avec mon armée de Beastlaw Raiders ce battle plan-là, ce plan de bataille-là, parce que avec le mouvement vraiment important de mon armée, ça me permettait de feinter, donc de séparer mon armée en deux, mais de rapidement envoyer deux Stonehorn sur l'autre objectif finalement, ou de finalement déjouer l'adversaire. Puis comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, avec les Beastlaw Raiders, on souhaite amener un maximum de force sur un point précis du champ de bataille pour nettoyer. Fait que ce scénario-là était idéal pour cette tactique-là. Fait que je l'aimais bien, mais Ouais, mais moi je jouais Korn, puis quand je joue les mortels de Korn, il n'y a pas beaucoup de déplacements, ça fait que tu es un peu coincé à jouer deux batailles séparées. c'est souvent ça qui arrivait avec des armées qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Ouais, fait que c'est intéressant que ce soit parti. Ce qu'on peut noter aussi, les plans de bataille, cette fois-ci, les objectifs ont été mieux indiqués, les zones de déploiement sont mieux indiquées. La dernière fois, il fallait un peu deviner où l'objectif se situait dans certains scénarios. Ouais. Là, c'est pas le cas. Games Workshop a fait un beau travail ici. Oui, tout à fait. Les distances étaient dans quelques cas mal indiquées, effectivement. Alors, on va commencer à les présenter un petit peu en ordre. On va y aller, somme toute rapidement, mais indiquer c'est quoi les changements, pourquoi le scénario est intéressant ou non. Alors, le premier, c'est un couteau dans le cœur. Il n'a pas beaucoup changé. On a un objectif dans la zone de l'adversaire, un objectif dans notre zone. Et à partir du troisième tour, le joueur qui contrôle les deux objectifs gagne la partie. Ce qui a changé, c'est la zone de déploiement. Maintenant, on a une zone de déploiement en diagonale. Finalement, on va commencer à 18 pouces l'un de l'autre. Ça, c'est quand même. On commence à 24 pouces un de l'autre. Excusez-moi, on commence à 24 pouces, mais une zone en diagonale plus facile de s'installer au début de partie. Scénario quand même un peu moins intéressant que d'autres sur le plan tactique. C'est sûr que quand il y a seulement deux objectifs sur le jeu, on est face à face, puis le but c'est d'aller prendre le contrôle des deux objectifs pour gagner. Donc c'est un peu plus limité sur le plan tactique. Je pense aussi pour ça que Duality of Death est disparu. Ils en ont gardé un à deux objectifs, mais après ça, les autres vont toujours à trois objectifs ou plus. Scénario conquête totale par la suite. Alors, on a chacun un quart de terrain dans lequel on va pouvoir se déployer. Et dans chaque quart de terrain, on va avoir un objectif. Donc, on part avec un objectif dans notre territoire, et là, il y a deux objectifs dans le territoire neutre et un objectif dans le cadran de l'adversaire. Et ici, le contrôle va être similaire au contrôle habituel. Il va falloir avoir un maximum de modèles à 6 pouces de l'objectif. Sauf que si on a un héros, une unité héros à 6 pouces de l'objectif et qu'on contrôle l'objectif, on fait un point additionnel. Ça, c'est vraiment quelque chose que Games Workshop vient d'introduire dans le manuel général, le fait qu'un héros, ou on va le voir dans d'autres cas, une battle line, donne vraiment un point de victoire additionnel pour la présence d'un héros à 6 pouces d'un objectif qu'on contrôle. C'est vraiment intéressant. Ça va forcer à commettre ces héros un peu plus à l'avant, donc la tactique, certaines factions gardaient leurs héros à l'arrière pour donner des bonus, des buffs à leurs unités. Là, à ce moment-là, on va être tenté d'aller risquer notre héros là, un peu plus proche des lignes adverses pour pouvoir faire des points de victoire de plus. C'est intéressant. Ça ajoute une dimension tactique de plus qui est intéressante. On va le voir, il y a un autre scénario plus loin où c'est seulement un héros qui peut contrôler un objectif. Dans ce cas-ci, c'est pas ça, c'est un contrôle normal et on a un bonus quand on a un héros. Ce qui est intéressant parce que les scénarios où c'est seulement un héros qui peut contrôler un objectif, on l'a déjà vu dans les parties amicales qu'on a fait, on avait mal prévu notre liste, puis là on arrive, on dit ah ben là, ce scénario-là, c'est sûr, je le perds, j'ai juste deux petits héros à 5 points de vie chaque, je peux pas tenir d'objectif. Fait que ça ici, tu perds pas d'emblée. Si tu arrives en tournoi, puis qu'il y a un scénario comme ça, puis tu as une liste avec peu de héros parce que tu as privilégié des unités, plus d'unités pour frapper, pour aller saisir des objectifs, tu perds pas d'emblée, tu peux quand même contrôler l'objectif, empêcher l'adversaire de le contrôler. Fait que je trouve ça intéressant. Comme joueur Gloomspite, quand le contrôle des objectifs se fait avec des héros, mes mages à 4 rounds chacun ont un peu de difficulté là, à garder un objectif. Là. Ils deviennent rapidement la cible, puis ils meurent facilement finalement. C'est sûr qu'il y a des factions qui ont des héros beaucoup plus durables que d'autres, donc ça crée une difficulté pour ceux qui n'ont pas de héros solides. Là. Fait que là, j'ai hâte d'essayer ce scénario-là comme il est bâti. Oui, tout à fait. Le prochain, c'est la bataille du col. Alors, c'est un scénario qu'on avait déjà. On a chacun un objectif dans notre territoire. Il y a la table est sur la longueur ici. Alors, un objectif dans un territoire, un objectif dans un autre. Deux objectifs dans le territoire neutre au milieu. On est séparés de 24 pouces. Et les points de victoire vont comme suit. Un point pour notre objectif si on le contrôle. 2 points pour les objectifs dans la zone neutre. Et 4 points si on réussit à aller chercher l'objectif dans la zone adverse. C'est intéressant, ils ont changé
la zone de déploiement était en triangle avant, et là, ils ont mis des zones pleines, dans le fond, à 24 pouces. Là, fait que là, on a la place pour déployer notre armée. La zone triangulaire peut être difficile pour certaines armées. Là, Ouais, les armées de horde, comme tes Night Hunt, là, tu manquais d'espace ouais, ben là, pour je le peux en déploiement. mettre là, le plus possible dans les souterrains, là, mais c'est ça, Dans les cimetières, dans ouais, le cimetière, on manquait de place là, pour se déployer un petit peu. Fait que je pense que c'est plus intéressant comme ça ici. tout à fait. Ensuite, Chute des étoiles, celui-ci, à mon sens, j'ai regardé vite, mais il n'avait pas été modifié. Tout simplement, la table est divisée en deux, on se déploie à 12 pouces du territoire adverse. Au début de la deuxième phase de deuxième round de combat, il y a un objectif qui va tomber sur la ligne centrale. Et à partir au troisième tour, pas à partir, mais au troisième tour de combat, il y a deux objectifs qui vont tomber, un dans la zone de l'adversaire, un dans ta zone à toi. Euh, Encore là, c'est un scénario un peu comme Relocating Orb qui a été aboli, qui implique un peu de chance. Mais comme les objectifs tombent un sur la ligne centrale et un dans chacune des zones et qui restent là par la suite, qui ne bougent pas, même si on n'est pas trop chanceux sur le coup, on peut aller les rechercher. C'est un scénario que j'ai joué, on l'a joué en tournoi, il y avait ce scénario-là. C'est intéressant. Puis il est intéressant parce que sur le plan tactique, il est différent. Les objectifs qui tombent dans notre zone et dans la zone adverse arrivent au troisième tour. Donc ça arrive assez tardivement en partie, contrairement aux parties où déjà, en commençant la partie, on sait où sont les objectifs. Donc ça amène une certaine retenue, on ne sait pas. Donc ça fait que souvent le corps à corps, le combat va s'engager un peu plus tard. Donc c'est vraiment intéressant, ça amène une dimension différente. Ouais. Puis ce que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que on fait un nombre de points pour le contrôle d'objectif égal au round dans lequel on est. Donc, tour 2, on fait 2 points, tour 3, on fait 3 points, tour 4. Donc, même si l'objectif tombe loin, que tu ne le fais pas tout de suite, c'est souvent celui qui va réussir à le saisir au dernier tour qui va aller chercher la partie, parce qu'il y a plus de points pour le contrôle d'objectif. Donc, c'est un scénario qui est bien pensé, qui jouait très bien, puis la preuve, c'est qu'il Oui. n'a pas été modifié ici. Alors, Terre brûlée. Terre brûlée, celui-ci, on l'avait déjà, en fait, Games Workshop, c'est un scénario qui est là depuis longtemps. C'est un scénario avec 4 objectifs, et la particularité, c'est qu'à partir du tour 2, on peut raser les objectifs dans le camp adverse, ce qui nous donne des 3 points de victoire au lieu d'un seul, mais l'objectif est retiré du jeu. Au début, le scénario se faisait sur le large, on avait les 4 objectifs de l'adversaire en face de nous, nos 4 objectifs. Par la suite, l'an passé, ils ont changé, ils ont mis la table sur le long, donc on avait deux objectifs, et les deux objectifs de l'adversaire, les deux autres plus loin, ce qui demandait d'avoir beaucoup de projections pour réussir à aller les chercher. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais Games Workshop est revenu avec un déploiement sur le large, les objectifs sont sur le large. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est mieux comme ça ou c'est mieux avec une table en profondeur où on jouait sur le long? La table en profondeur, on l'a joué quelques fois, on l'a joué en tournoi aussi, ce plan-là. Je le trouvais inconfortable. Ça obligeait, parce qu'il y a plusieurs armées qui sont capables de faire du deep strike, de faire apparaître des troupes n'importe où sur le champ de bataille ou déplacer des unités d'un endroit puis les replacer n'importe où sur le champ de bataille. Donc ça obligeait à garder des forces significatives dans le fond de notre zone. Fait qu'on se retrouvait à s'affronter avec la moitié de notre armée. C'était un peu... on était obligé de garder, je dis la moitié de notre armée, ça peut être plus, mais on était obligé de garder une certaine part de notre armée juste pour garder nos objectifs dans le fond de notre zone pour empêcher que 5 Tree Revenants ou 5 Kinerai viennent juste nous prendre un objectif bêtement. Là. Donc, je préfère sur le large, ça va forcer un petit peu plus à commettre ses forces au combat. C'est bien. Alors, points focaux. Points focaux, on l'a déjà, c'est un scénario qui existait déjà, il y a juste une petite modification. C'est un scénario avec 5 objectifs, un au centre, 2 dans chacun des territoires. Et on fait davantage de points, on marque 2 points pour l'objectif central, 1 point pour tous les autres objectifs. Mais quand on contrôle l'objectif 1 et 3 par exemple, là on fait 3 points. Et si on contrôle 2 et 4, on fait 3 points plutôt qu'en faire seulement 2. La petite particularité cette fois-ci, c'est un peu comme la règle qu'on a vue dans un scénario précédent, c'est que si on contrôle l'objectif et qu'il y a un monstre à 6 pouces de l'objectif, un monstre allié, on fait un point supplémentaire pour le contrôle de l'objectif. Donc, même mécanique, mais cette fois-ci avec un monstre plutôt qu'avec un héros. Alors, on est rendu au plan de bataille, la mère de toutes les vertus. C'est un plan de bataille particulier, il y a quelques particularités avec celui-ci. Premièrement, bon, c'est un déploiement sur le large. On a deux zones. On se déploie à 18 pouces de l'adversaire, donc 9 pouces de la zone adverse.
On va avoir 3 objectifs dans notre zone, 3 objectifs dans la zone adverse. Là, ce qui va être important de noter, dans ce cas-ci, le contrôle va se faire par une unité de ligne. Mais ce qui est particulier, c'est que l'unité de ligne, premièrement, ne doit pas être à 6 pouces, mais à 3 pouces. Elle doit terminer un mouvement à 3 pouces. Elle doit conserver le contrôle en restant sur l'objectif. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle va commencer à marquer des points lorsqu'elle va détruire l'objectif. Si elle détruit l'objectif au début de sa phase de héros, après un tour où elle contrôle l'objectif, elle marque un point. Si c'est après 2 tours, 2 points. Si c'est après 3 tours, 4 points. Si c'est après 4 tours, c'est 8 points. Donc, il faut garder l'objectif et il faut se demander quand est-ce que l'adversaire va réussir à nous le récupérer et le détruire juste avant finalement de le perdre pour faire le maximum de points. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là? C'est un scénario qui va demander des... En fait, c'est un scénario à erreur. Oui. Parce que c'est extrêmement payant de garder un objectif pendant plusieurs tours avant de le détruire. Si on est capable d'aller chercher 8 points sur un objectif, ça nous donne une sérieuse option sur la partie. Par contre, si on garde l'objectif pendant 2 ou 3 tours, puis l'autre arrive à nous le voler avant qu'on puisse le détruire, on vient de faire aucun point. Donc c'est vraiment un scénario à erreur. Il va vraiment falloir bien lire le déroulement de la partie pour détruire les objectifs qu'on contrôle au bon moment. C'est un scénario aussi où c'est les lignes qui peuvent prendre le contrôle puis le garder. Je vois là quelques difficultés pour certaines listes. Parce que c'est pas tout d'aller détruire la ligne de l'autre qui contrôle l'objectif. En détruisant cette ligne-là, on ne prend pas le contrôle de l'objectif. Il faut qu'une de nos propres lignes vienne terminer un mouvement normal à l'intérieur de 3 pouces de l'objectif. Donc, j'ai dit mouvement normal, en fait, ça peut être une charge aussi. Ça ne doit pas être un mouvement de retraite. Okay. Si ma mémoire est bonne. J'aime aussi que ce soit une ligne qui doive prendre le contrôle. Souvent, il y a des listes, il y a plusieurs listes qui jouent le nombre minimum de lignes à effectif minimum. Donc, on va se retrouver avec 3 lignes de 5 modèles chacun ou de 10 modèles chacun avec une sauvegarde à 5+, pour pouvoir maximiser le nombre d'unités d'élite et tout ça. À ce moment-là, ces listes-là vont avoir énormément de difficultés dans ce genre de scénario-là. On l'a vu, Games Workshop nous donne des points bonus pour contrôler un objectif avec un héros à proximité, avec un behemoth ou un monstre à proximité. Donc on dirait que Games Workshop tente de nous faire construire des listes plus équilibrées, dans lesquelles on a plus de lignes, ou à tout le moins des plus grosses lignes, mais aussi des monstres, des héros capables de tenir des objectifs. C'est intéressant. Je pense que Games Workshop veut éviter ce qu'on appelle le spam, la multiplication d'une seule unité d'élite qui est la meilleure unité du Battletown. C'est intéressant, c'est un scénario qui va faire se questionner quand on le joue. Je peux très bien imaginer une liste où on a juste 3 unités de ligne, on reste derrière puis on essaie de détruire les unités de ligne adverses pour nous marquer des points mais que lui il n'en marque pas. Ou au contraire, si on a suffisamment d'unités de ligne, aller chercher les objectifs, ça va être difficile à jouer comme scénario. C'est un scénario extrêmement tactique et qui va être beaucoup dépendant aussi de la construction de la liste. Ouais. Alors, ensuite, Objectif Mouvant, c'est un scénario qu'on connaissait déjà, qui a été légèrement modifié. Je pense qu'il est mieux dans cette nouvelle version. Ouais. On se déploie sur le large. On n'a pas tout la table pour se déployer. Il faut laisser 12 pouces de chaque côté, donc on a juste 4 pieds pour déployer notre armée, ce qui est probablement suffisant même pour les grandes unités armées avec des hordes. On a 3 objectifs au milieu de la table. Nous, on s'est déployé à 12 pouces du bord de la table. Et les objectifs, la particularité, c'est que au début de chaque round, on va rouler un D3 et ça va déterminer lequel des 3 objectifs est l'objectif principal. L'objectif principal va valoir 2 points pendant ce round de bataille-là, alors que les autres vont en valoir un seul. Qu'est-ce que tu penses? Et là, il y a aussi une règle spéciale. C'est vrai qu'encore une fois, la ligne est importante. Une unité de ligne qui est à 6 pouces d'un objectif. Si on a déjà le contrôle de l'objectif, on va rajouter un point de bonus au contrôle de l'objectif. Donc, encore une fois, un bonus pour avoir des lignes proches d'un objectif. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là? Ben, je préfère un peu cette version-là à la précédente parce qu'il y a un petit peu moins d'aléatoire. Donc maintenant, on sait que c'est 1 point par objectif, 2 points pour l'objectif principal. Donc c'est dans l'ancienne version, on pouvait se retrouver à perdre, même si on a contrôlé 2 des 3 objectifs, la majeure partie de la Ouais, partie. parce qu'avant, il valait 3 points l'objectif principal et non pas 2. Tout à fait. Si on était malchanceux, même si on contrôlait 2 objectifs, puis l'autre contrôlait l'objectif principal, il faisait 3 points, on en faisait juste 2. Alors que là, si t'es pas chanceux, ben, t'as une nulle pour se rendre là. Mettons que tu contrôles 2 objectifs. C'est plus intéressant. C'est sûr que c'est une préférence personnelle. J'aime pas quand l'issue de la partie est déterminée par un jet de dés chanceux. Je préfère quand la victoire va à celui qui a déployé la meilleure tactique. Alors ensuite, site ésotérique.
Alors, c'est un scénario, bon, on a deux cadrans, dans le fond, on se déploie chacun dans un cadran diamétralement opposé. Et on va se déployer à 9 pouces du territoire adverse. Et on va avoir trois objectifs sur la diagonale. Alors là, ici, ça va être un scénario particulier, ça va être un scénario de conquête héroïque, c'est-à-dire pour contrôler un objectif, il va falloir qu'un héros termine un mouvement à 3 pouces d'un objectif pour le contrôler. Ce mouvement-là ne doit pas être un mouvement de retraite. Euh, et ensuite de ça, oui, pour les points de victoire, le premier tour où on contrôle l'objectif, on fait un point de victoire. Le deuxième tour, on fait 2 points de victoire. Le troisième, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses de ce scénario-là où c'est les héros qui doivent contrôler les objectifs? J'aime ça. Je pense que ça va nous amener à devoir. Ça va vraiment mettre en valeur les héros qui sont aussi des behemoths. Ce scénario-là met aussi les changements globaux qu'on voit au plan de bataille. En fait, les héros qui sont des behemoths ont généralement plus de points de vie, une meilleure sauvegarde, puis se déplacent plus rapidement. Donc plus rapidement pour venir prendre le contrôle de l'objectif. Puis ensuite, ils sont plus difficiles à déloger parce qu'ils ont plus de points de vie, de meilleure sauvegarde et sont souvent des meilleurs combattants aussi. Le fait d'inclure un héros qui est un behemoth va permettre aussi dans les scénarios où on a un point boni, s'il y a un héros ou un behemoth à proximité d'un objectif qu'on contrôle, ben, ça va permettre d'aller chercher ces points-là. Donc ça va favoriser les armées qui ont des héros behemoth. Ouais, on avait souvent déploré le fait qu'à l'exception de la nouvelle version des Beastlaw Riders, là, dans les Ogre Matribe, euh, on pouvait avoir un Archon sur un objectif, puis avoir deux gobelins qui l'affrontent, puis qui, de façon incroyable, survivent à l'affrontement. Et les deux gobelins étant deux, Archon étant seul, les gobelins contrôlaient l'objectif. Et on s'est dit, d'un point de vue fluff, ça fonctionne pas. C'est toujours le cas dans le nouveau Battle Plan. On s'attendait peut-être à un changement, on avait discuté ensemble. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là, mais au moins là, c'est un scénario où Archon, s'il arrive sur un objectif, il le contrôle, puis c'est pas deux gobelins qui vont y enlever le contrôle. Au moins, il y a un scénario pour ces gros héros-là, Nagash et compagnie. Tout à fait. Ensuite, le fil de l'épée. Alors, c'est un scénario particulier, ça, c'est vraiment un nouveau scénario 2020 qui vient introduire une nouvelle mécanique qu'on n'avait pas encore vue. Et j'ai hâte d'entendre tes commentaires sur cette mécanique-là. Alors, on se déploie sur le large, encore une fois, de la table. On a deux territoires, la table est divisée en deux. Alors, il y a trois objectifs dans notre zone, trois objectifs dans la zone adverse. Fait particulier, les objectifs sont à 18 pouces bas de la table, donc 12 pouces l'un de l'autre. Ils sont très proches l'un de l'autre. Dans le fond, ce qui est particulier, c'est que lorsqu'on va débuter le deuxième tour, par exemple, celui qui va débuter le tour va donner à l'autre l'opportunité de retirer un objectif. Alors là, il va y avoir une question à se poser. Est-ce qu'on prend le tour ou est-ce qu'on le laisse à l'autre? Parce que se faire retirer un objectif dans notre zone, ça peut être potentiellement très coûteux sur une partie. Tout à fait. Fait que qu'est-ce que tu en penses de ce scénario? Je pense que ça va être vraiment un scénario à erreur. Ça va demander vraiment de savoir à quel moment, un peu comme l'autre scénario où on devait déterminer à quel moment on détruit l'objectif. Mhm. Là, ici, ça va vraiment être d'être capable de lire la situation. Est-ce que c'est plus payant pour moi de prendre le double tour, par exemple, ou de faire perdre un objectif à l'autre? Quel objectif je lui fais perdre? Donc lequel je pense que je ne serai pas capable d'aller chercher. Dans certains cas, ça va être facile comme décision, mais dans d'autres cas, la décision va être difficile. Puis j'aime ça c'est un scénario qui va demander de prendre des bonnes décisions, donc c'est Ouais. intéressant. J'aime aussi contre les armées. Des fois, les armées ont un gros bloc, là, une grosse unité de Mortregrard, par exemple, qui est une sauvegarde à 3 qui va rerouler, etc. Il y a soit cette grosse unité-là sur un objectif, et on sait que ça va nous prendre toute la partie réussir à le déloger de là. Là, c'est très très simple. Du moment où l'adversaire prend le tour, on dit ben, l'objectif, il est plus là. Et là, il est obligé de déplacer sa Mortregarde pour aller chercher un autre objectif. Ça peut être intéressant. Fait que là, c'est vraiment un scénario où le double tour n'est pas nécessairement avantageux. Puis la proximité des objectifs est intéressante dans ce plan de bataille-là, parce que comme ils sont séparés par 12 pouces, puis on contrôle un objectif lorsqu'on est à l'intérieur de 6 pouces, ça fait que deux unités qui contrôlent chacune un objectif peuvent s'affronter tout en contrôlant l'objectif, ce qui est rarement le cas, donc c'est intéressant. J'ai hâte de l'essayer, ce scénario-là. Je ne l'ai pas Ouais. essayé, mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça. On fera un rapport de bataille sur ce scénario-là. C'est particulier aussi parce qu'il y a 6 objectifs. Il n'y a pas beaucoup de plans de bataille dans lesquels on a 6 objectifs.
Tu as parlé des Mortreck Guard. Par exemple, les Bones Reapers sont une armée dans laquelle il y a somme toute peu d'unités en général. Donc on va voir souvent un bloc de 30 Mortreck, deux groupes de 10 Mortreck. À un moment donné, ils vont manquer les armées à petit nombre d'unités vont manquer d'unités pour contrôler rapidement tous les objectifs. Ben, en fait, dans les rapports de bataille, ils ont enlevé Duality of Death, qui était un scénario à 2 objectifs, l'ont remplacé par un scénario à 6 objectifs. Donc là, on a un petit peu plus de scénarios avec 6 ou 8 objectifs. Il faut être capable de se déployer sur toute la table. Encore une fois, on pense que Game Workshop ne veut pas juste qu'on mette 2 ou 3 unités d'élite qui font tout le travail. Ils veulent une liste qui est plus complète. En ce sens-là, j'ai vraiment hâte de voir la nouvelle faction de géants, hein, les Sons of Behemoth. On l'a vu, puis on en reparlera quand on fera la vidéo d'analyse des coups en points. Mais c'est une faction qui va avoir des géants à presque 500 points chacun et les géants plus traditionnels là, à 180 points chacun. Ça fait pas beaucoup de modèles dans une armée de 2000 points. Comment ils vont se débrouiller dans ces scénarios-là, j'ai bien hâte de voir. Ensuite, avant-dernier scénario, engagement total, le scénario que détestent tous les joueurs de Stormcast. Alors ici, bon, la table est divisée cette fois en diagonale. On va se déployer à 9 pouces du territoire ennemi, donc 18 pouces l'un de l'autre. Et on a des objectifs, 2 objectifs dans le territoire adverse, 2 objectifs dans notre territoire. Le contrôle des objectifs est simple. Quand on contrôle notre objectif, on fait un point. Quand on contrôle un objectif dans la zone adverse, on marque 3 points. Donc c'est un scénario où il faut être agressif, aller chercher un des objectifs adverses. La particularité, c'est que c'est un scénario pas de réserve. On ne peut pas, par exemple avec les Stormcast, mettre des unités en réserve et les faire apparaître sur le champ de bataille ou avec le Night Hunt, les mettre dans les souterrains et les faire apparaître. Il faut toutes mettre nos unités directement sur la table en début de partie. Et c'est pour ça que je dis que c'est un scénario que les joueurs de Stormcast n'aiment pas, parce que c'est une des règles principales. En fait, c'est la règle d'armée des Stormcast de pouvoir déployer dans le ciel. C'est le principal bonus des Stormcast. C'est très punitif pour cette armée-là, ce scénario-là en particulier. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est un scénario que tu aimes jouer? Ben, personnellement, j'ai pas, mis à part les Sylvanettes là, qui peuvent déployer des unités dans les enclaves, puis de sortir dans les forêts, j'ai pas d'armées qui peuvent mettre des troupes en réserve. Bon, avec les Ogre, on a le Hunter là, avec les Sabertooth, avec les chats qui peut aussi se placer en embuscade, mais ça reste anecdotique. C'est vraiment, je trouve, les Stormcast et la faction Death là, qui est la plus impactée par ça. Donc, personnellement, j'aime pas l'idée qu'un battle plan punisse en particulier une ou deux factions. Surtout dans le cas des Stormcast, où c'est un de leurs principaux, sinon leur principal bonus d'armée. Ouais, moi, je suis joueur Stormcast, je joue Night Hunt et je joue Legion of Nagash qui utilise les cimetières. Dans mes 3 armées, là, je me retrouve à avoir un handicap finalement. Je ne peux pas jouer la liste à son plein potentiel. C'est intéressant du point de vue du joueur, c'est intéressant parce que ça pose un défi, savoir comment je vais jouer ma liste d'armées. Par exemple, j'ai une liste Garbomb que tu as déjà affronté quelques fois, où je fais apparaître les évocateurs avec Gabriel, puis je fais une frappe en profondeur. C'est intéressant de se demander mais comment je vais la jouer maintenant que je ne peux pas les faire apparaître en frappe à profondeur. Mais quand on arrive par exemple en tournoi, on sait que c'est un scénario qui va être très très difficile pour notre liste. Et la liste n'est pas dominante. C'est pas une liste qui gagne autrement, automatiquement. Elle est juste même pas bien balancée. C'est même pas une liste top méta à l'heure actuelle, la liste Garbomb. Fait que je trouve ça difficile un peu. Ça punit, puis ça punit pas nécessairement les armées qui ont besoin d'être punies ou qui ont besoin d'être affaiblies. Malheureusement, si on se présente en tournoi, puis ce plan de bataille-là va être joué, on se pose la question, est-ce qu'on joue la Garbomb? Probablement pas. C'est ça. Si c'est un tournoi qu'on vise un podium, mettons, c'est probablement pas le bon choix. Si c'est un tournoi sur 3 parties, puis il y en a une des 3 c'est le scénario, ça devient très très difficile là, à jouer. Ceci dit, il n'est pas inintéressant pour des parties plus sympathiques, là, casual, mais dans le compétitif, je trouve que ça punit beaucoup certaines listes. Oui. Ensuite, dernier scénario, qui est un scénario encore une fois nouveau, et on voit encore une mécanique où on joue sur les objectifs, mais de façon différente, c'est le scénario forcer la main. Alors, c'est un scénario en escalier, vous allez le voir à l'écran si tu mets une image, je n'essaierai pas de l'expliquer. On a dans le fond 3 objectifs dans notre territoire, 3 objectifs dans le territoire adverse. Alors, lorsque vient le tour de l'adversaire, et c'est là que c'est particulier,
quand c'est le tour de l'adversaire, moi comme joueur, je dois désigner un de mes 3 objectifs qui va être l'objectif principal. L'objectif principal va valoir 3 points s'il est contrôlé, et les autres objectifs vont valoir seulement 1 point. Donc encore une fois, on joue sur les objectifs. Dans le fond, ici, l'idée, ça va être de se demander, bon, ben, je vois où est-ce que mon adversaire est, je vois comment je tiens mes objectifs, je vais prendre l'objectif qui, selon moi, est le plus solide, celui que je contrôle avec le plus de force, et dire, ben ça, c'est mon objectif principal, tu n'y toucheras pas ce tour-ci. Et en même temps, c'est un peu un défi que je lance à l'adversaire, dire, penses-tu que tu es capable de venir le chercher alors que j'ai ma meilleure unité dessus? Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario-là quand tu l'as lu? Je ne suis pas certain en fait que ça va valoir la peine de commettre, dans beaucoup de situations, c'est pas sur l'objectif principal que ça va se jouer. Parce que comme tu l'as souligné, l'adversaire va choisir comme objectif principal celui qui garde le mieux, qui défend le mieux, puis ça change à chaque tour. Ouais. Fait que si on tente d'aller chercher cet objectif-là, ben à son tour, le joueur va pouvoir dire ben finalement, ce tour-ci, mon objectif principal, c'en est un autre. Donc, puis de toute façon, pour gagner, il faut juste avoir un peu plus de points que l'adversaire. Donc, souvent, ça se joue pas. Il ne faut pas tomber dans le piège de tenter de contrôler tous les objectifs ou d'aller nécessairement chercher celui qui vaut le plus de points. Il faut juste faire, si à chaque tour ou à peu près on fait un point de plus que l'adversaire, on gagne la partie. Donc, c'est un scénario qui est un scénario à piège, je dirais. Oui. C'est quand même un scénario qui est intéressant ici. Tu vois, tantôt on disait que les Stormcast étaient désavantagés. Là, disant que des frappes en profondeur vont être avantagées parce que Vraiment. l'adversaire va être obligé de garder sur l'objectif principal une force significative. Il ne peut pas simplement garder un objectif très loin avec une petite unité de 5 libérateurs, par exemple, en disant c'est correct, quand il sait que l'adversaire va faire apparaître l'unité complète pour venir le chercher en frappe à profondeur. Fait que quand même un aspect tactique intéressant, mais comme tu le dis, je pense dans la majorité des cas, on n'ira pas chercher l'objectif principal, parce que l'objectif principal va être celui qui est à peu près inatteignable. On va aller chercher un autre objectif, en autant, comme tu dis, qu'on marque plus de points à chaque tour. Au final, on va gagner la partie. Donc ça fait le tour pour les nouveaux plans de bataille. Plusieurs plans que j'ai envie d'essayer, j'ai hâte d'essayer. Vraiment, très intéressant. Ben, on fera des rapports de bataille sur la chaîne pour vous les illustrer là, concrètement. Un coup que les battle plans, bon, on a fait le tour, on peut parler peut-être des royaumes de bataille. Là, on a un gros changement qui est apparu dans le General Handbook. Premièrement, au niveau des artefacts, depuis Malign Sorcery, on avait accès à des artefacts dans chaque royaume. On disait que notre armée venait du royaume de Ish, par exemple, et on prenait la brooch qui vient avec. Et on pouvait choisir comme ça des artefacts qui étaient en fait très forts. On se cachera pas. Certains étaient vraiment très forts et étaient joués dans presque toutes les listes, notamment l'amulette éthérée qui permettait d'ignorer les modifications d'armure. Dès qu'on avait un Behemoth qui avait une sauvegarde à 3+, on lui donnait ça comme item magique, puis il devenait extrêmement difficile à tuer. On voyait aussi les Ignax-Scale, 4 plus de sauvegarde contre les blessures mortelles. La Brooch aussi qui permettait sur un 5 plus de récupérer un point de commandement. En fait, c'est des artefacts qui étaient plus joués que les artefacts de faction, Oui. finalement. Alors là, c'est différent. On peut encore choisir que notre armée vient d'un royaume, mais chaque royaume a seulement un artefact. Et ils sont pas très bons. Non, on va préférer, dans presque tous les cas, on va préférer de prendre un artefact de notre livre d'armée, de notre Battletome. Je pense qu'ils ont vraiment voulu éviter là, que tout le monde joue les mêmes artefacts, peu importe l'armée. Mais je trouve ça bien. Ça va forcer les joueurs à utiliser les artefacts qui sont proposés dans leur Battletome. C'est sûr, c'est dommage parce que la force des artefacts d'un Battletome à l'autre est assez variable. Il y a des factions qui ont accès à des très bons artefacts, d'autres qui ont accès à des artefacts qui sont plutôt ordinaires. Mais quand même, ça va ajouter de la diversité sur les champs de bataille. Quand on parlait des battle plans, on voyait que les différents plans de bataille nous amenaient à construire des listes peut-être un petit peu plus diversifiées qu'avant, avoir des bonnes lignes, avoir des héros, des behemoths, tout ça. Là aussi, on va avoir une meilleure diversification des items magiques, donc c'est juste positif pour la variété du jeu. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Maintenant, là où ça change, c'est que là, à chaque fois qu'on va entamer une partie, il va falloir déterminer dans quel royaume va avoir lieu le plan de bataille, la bataille. D'un point de vue fluff, d'un point de vue histoire, ça a du sens. Je veux dire, on se bat pas de n'importe où, on se bat sur un des royaumes qu'il y a. Sauf que ça rajoute une couche de complexité. C'est sûr que ça ajoute un peu de complexité au jeu de toujours jouer dans un royaume. Il faut se souvenir de, notamment, ça ajoute des caractéristiques aux pièces de terrain. Oui.
Alors déjà, les pièces de terrain ont des caractéristiques. Là, on va rajouter une caractéristique pour chaque pièce de terrain qui est spécifique au royaume. Ensuite, on va gagner un sort. Les deux joueurs vont avoir accès à ce sort-là. En fait, Et tous les magiciens connaissent le sort. exactement. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle le décret du royaume, c'est-à-dire qu'on va tous avoir accès à une habileté de commandement aussi, une autre habileté qui est générique finalement, là, que les deux joueurs vont avoir accès. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça de façon générale? Le fait qu'on rajoute une habileté de commandement, un sort, puis des règles spéciales pour le terrain. Ben, je trouve ça intéressant parce que ça ajoute une petite dimension tactique, ça augmente le nombre d'options qu'on a en cours de partie pour prendre des décisions, pour faire des actions. C'est sûr que le fait qu'un joueur puisse choisir au début de la partie dans quel royaume la partie va se jouer, on va le voir quand on va parler des royaumes spécifiques, mais ça va pouvoir donner un avantage certain à certains joueurs. Par exemple, le royaume de Gur est extrêmement intéressant pour ceux qui jouent plusieurs behemoths dans leur Ouais. armée. Je ne l'avais pas mentionné, mais effectivement, comme tu le dis, c'est qu'en début de partie, on va rouler et le joueur qui va gagner le jet va choisir dans quel royaume va avoir lieu la bataille. Et c'est là, moi, que je déplore un peu la mécanique parce que je trouve que dans certains cas, ce jet-là va être tellement important parce qu'il va donner accès, par exemple, bon, à une habileté de commandement en Gur qui est super bonne pour les Behemoths. Donc, si toi tu joues les Behemoths avec tes Beastlaw Riders, moi j'en joue pas, tu vas aller chercher ce royaume-là qui va te donner quelque chose de vraiment positif alors que moi, il ne m'apportera pas grand-chose. Ça débalance selon moi un peu la partie. Même chose pour les sorts. Un Nagash qui va jouer dans Chamon, dans le royaume de métal, va apprécier le sort qui est là, alors que si tu joues une liste d'armée avec un wizard ou deux qui n'a pas de bonus pour caster, ce ne sera pas utile pour toi. C'est un peu ce que j'ai place, c'est la mécanique pour choisir. Heureusement, dans les tournois, les royaumes vont déjà être déterminés. Donc, Connu à l'avance. de temps en temps, ça va nous avantager, des fois, ça va nous désavantager. Fait que j'aime mieux que ce soit comme ça déterminé. J'aurais préféré un mécanisme où on détermine de façon aléatoire le royaume dans lequel on joue. Fait au hasard, une fois sur 8, ça aurait pu nous avantager, mais là, c'est une fois sur 2, ça pourrait nous avantager beaucoup, dépendamment de notre liste d'armées. Alors, on pense peut-être les passer rapidement, puis dire ce qui C'est nous a sûr, marqué. faut noter que souvent on commande du point de vue de joueurs qui participent à des tournois. On a une approche assez compétitive du jeu. Ça nous arrive de jouer des parties fluff, des parties pour le fun avec des listes qui sont pas optimales du tout. Mais ça demeure Age of Sigmar demeure un jeu dans lequel il y a un gagnant, dans lequel on tente de faire la meilleure liste possible ou la liste la plus fun possible. Il y a des tournois, donc les règles doivent aussi tenir compte de l'aspect compétition. Ben, c'est l'objectif. En jeu égal, ce qu'ils veulent, c'est que les deux armées, même si elles sont différentes, commencent la partie avec des chances égales de gagner la partie. Tout à fait. Autant Parce que qu'il possible. y a d'autres modalités de jeu dont on n'a pas parlé, notamment je ne me souviens pas des termes en français. Le jeu narratif, par exemple. Jeux narratifs qui permettent aux joueurs plus fluff de ne pas se soucier là, de l'aspect plus compétitif. Alors, on va passer les royaumes rapidement. C'est quelque chose qui a retenu ton attention dans le royaume, tu me l'as dit. Alors, le premier, c'est le royaume du feu. On ne décrira pas toutes les habiletés, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans le royaume du feu que tu as trouvé intéressant? Mais je pense pas que c'est un royaume qui va être choisi fréquemment. Le sort m'est apparu anecdotique. C'est un Arcane Bolt amélioré, mais Oui, ça c'est n'aura ça, pas un gros c'est bien, impact. mais à moins vraiment d'avoir besoin d'avoir une armée qui repose sur de la magie qui va faire des dommages à distance, je pense que c'est pas, ça va être plutôt anecdotique. Ensuite, on a Chamon, le royaume du métal. Celui-là, Celui-là, je pense que c'est un des deux meilleurs avec Gur. C'est le sort permet d'améliorer la sauvegarde. C'est tellement fort sur certaines unités. Tu as nommé les Mortred Guard tantôt. mais là, tu vois, ça, c'est un royaume dans lequel je trouve que certaines armées vont vraiment être avantagées. C'est un sort qui se lance à 7. Sur un 7, on va donner plus 1 à la sauvegarde d'une de nos unités. 7, c'est pas évident à lancer. Donc, si tu as juste un wizard qui n'a pas de bonus à son lancement de sort, ça va être difficile. Ça va être raté presque une fois sur deux. Et si en avant de toi, tu as un adversaire qui a un Nagash, un Arcane par exemple, qui lui a des bonus pour lancer et dissiper, lui il va vouloir jouer dans ce royaume-là parce que le sort est tellement bon, plus 1 à la sauvegarde. Alors là, j'imagine un Nagash qui est en Petrifex Elite qui a déjà un 2 plus de sauvegarde, et là va tomber à 1 plus de sauvegarde, reroule les 1 avec son habileté de commandement. Sachant aussi qu'il a un Feel No Pain à 4 plus Contre les mortels, contre oui. les mortels. Donc à ce moment-là, les mortels, il les sauve sur du 4 plus. Les attaques régulières,
sauvegarde à 1+, Nagash devient littéralement invulnérable. Oui, 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 c'est ça. Puis même s'il le fait pas sur lui, il pourrait le faire sur un Mortgard qui va se retrouver avec du 2+ de sauvegarde reroulable. Fait il y a certaines armées qui vont vraiment bénéficier de ce sort-là, beaucoup plus que d'autres. Gur, alors ça c'est ton préféré. Ben, c'est sûr que comme joueur de Beastclaw Raiders, Gur est vraiment intéressant. Donc il y a possibilité le sort en fait permet d'améliorer le mouvement. Donc la charge donne un bonus. Mais c'est pas pour ça que c'est particulièrement intéressant, c'est pour l'habilité de commandement. À ce moment-là, cette habilité de commandement-là permet à un Behemoth de se comporter comme s'il n'était pas blessé. Donc, comme s'il y avait, donc, on peut avoir un Stonehorn qui est presque mort, on utilise l'habilité de commandement et soudainement, il regagne son plein mouvement, sa pleine force de frappe. Ça va être extrêmement difficile à gérer. C'est sûr qu'il y a une habilité de commandement qui est un peu équivalente quand on joue la Boulder Head Maw-Tribe dans les Ogre. Donc l'habilité de commandement permet d'utiliser la meilleure ligne là, dégressive du Behemoth, même s'il est blessé. Mais c'est seulement pour une phase. Donc on l'utilise pour soit la phase de mouvement, la phase de corps à corps. Là, ici, l'effet est beaucoup plus long. Donc c'est vraiment meilleur, c'est vraiment très très bon. Je pense aussi au Séraphon avec, là pour faire exprès, pour mal faire, j'ai un blanc, mais ils ont une unité qui a une sauvegarde dégressive, c'est-à-dire que comment ça veut dire un plus, le Bastiladon. Donc un Bastiladon qui a ça, il regagne sa sauvegarde à 1+, je pense. Donc à ce moment-là, on était sur le bord de le tuer, puis là, il devient encore une fois extrêmement difficile Avec battre, les Tyrants of Blood de Khorne, moi je vais avoir beaucoup de plaisir parce que moi j'ai pas cette habileté-là de les ramener à leur plein potentiel. Donc ça va être intéressant. Leur rajouter du mouvement aurait été intéressant avec la magie. Malheureusement, Khorne n'a pas de Wizard. D'ailleurs, ça c'est dommage pour Khorne parce que chaque armée va gagner un sort de plus. Et nous, on gagne pas de prière ou quoi que ce soit de plus. On gagne l'habileté de commandement de plus seulement. Ça aurait pu être intéressant qu'ils ajoutent aussi une prière pour les prêtres. Il y a certaines armées qui ont davantage de prêtres que de magiciens. Tu as nommé Khorne, mais on peut penser aussi aux Daughters of Cain. Ça aurait peut-être pu rendre un brin utile le Husker sur Thunder Tusk chez les Ogre. Enfin, mais c'est correct quand même, c'est intéressant. Alors, Giran, le royaume de la vie, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-ci? Qu'est-ce qui a retenu ton attention? Ben, c'est pas celui qu'on va choisir en priorité. Je pense que le sort peut être intéressant pour des factions, des armées qui jouent en beta strike, donc qui vont plutôt recevoir les charges, qui sont plutôt défensives, parce que le sort, en fait, permet de faire des mortels à une unité qui va finir un mouvement à l'intérieur de 3 pouces de l'unité sur laquelle l'unité que tu as ciblée avec le sort. Donc, par exemple, en Sylvanette, les Kurnot Hunters, lorsqu'ils reçoivent une charge, en fait, lorsqu'ils ne chargent pas, ils peuvent décider de réduire leur pile-in de 3 pouces à 1 pouce, mais pouvoir relancer leur jet de sauvegarde. Donc, on voit que c'est une unité qui est forte pour recevoir des charges. Là, si en plus on ajoute ça, ben, ça fait des dommages supplémentaires à l'adversaire avant même qu'il puisse nous attaquer. C'est pas inintéressant, mais c'est plutôt anecdotique. C'est plutôt anecdotique parce que c'est un D3. Je me dis, est-ce qu'on va vraiment vouloir lancer ça plus qu'un Arcane Bolt où on va faire un, mais on va faire un à l'unité ciblée, puis c'est pas l'adversaire qui va choisir de nous charger ou pas. Non, effectivement. Je trouve que ça n'a pas un gros impact comme ça. Là. Non, non. Tous les royaumes n'auront pas le même impact. Non, Giran sera rarement choisi, je pense. Ish, le royaume de la lumière, qui commence à me manquer d'ailleurs autour de nous. Là. Commence à être difficile de lire le livre. Oui, bien, comme vous avez vu, on fait le vidéo en soirée dans ce décor typiquement Sylvanette. Et puis, progressivement, la lumière a baissé. Ish, le royaume de la lumière, qu'est-ce que tu en as pensé de celui-là? Ben, le sort permet de caster un deuxième Mystic Shield. Sur un 5, ce qui est mieux que le Mystic Shield régulier. Qui est sur un 6. Mais je pense pas que c'est un royaume qu'on va choisir de plein gré régulièrement. C'est anecdotique, encore une fois. Gur, et dans la plupart des cas, Gur va être meilleur, Shaish va être meilleur, Shaman va être meilleur. Donc je pense que c'est les trois qu'on va voir jouer le plus souvent. On n'a pas parlé beaucoup non plus des Realmscape features. Je ne sais pas comment c'est dit en français, les pièces de terrain. Ouais, les traits de royaume qui appellent ça. Les traits de royaume, donc ça ajoute des habiletés, des effets aux pièces de terrain. La plupart sont anecdotiques. Il y a peut-être celle dans Giran, le royaume de la vie, qui
permet de redonner un point de vie là, à une unité pendant la phase de héros. C'est un point de vie, c'est souvent anecdotique aussi, donc il n'y a pas d'impact important là, à prévoir. Donc il nous reste Shyish. Oui. Vincent, qu'est-ce que tu en as pensé? Le royaume de la mort. Alors, ben, dans le fond, sa magie est pas inintéressante. Dans le fond, son sort fait qu'on va prendre un sort pour lancer un sort qui va nous donner plus 1 à nos jets à tous nos sorciers amis. Plus 1 à nos jets de lancement de sort, mais pour un sort persistant. C'est pas inintéressant si on a un sort persistant qu'on veut absolument passer. Je pense par exemple si on veut passer absolument Les Geminids. les Geminids, par exemple. On peut donner plus 1 au sorcier ami qui va lancer le sort. Ça peut être intéressant, surtout en début de partie où des fois ben, les sorts ont 18 pouces de portée, on n'a pas beaucoup de sorts à lancer. On veut être sûr de pouvoir lancer nos sorts persistants. Alors si on a plusieurs sorciers, quelques sorts persistants, pourquoi pas? Fait que je peux imaginer certaines listes, certains joueurs qui pourraient choisir de jouer dans le royaume de Shyish pour ce sort-là. Mais ça me semble moins fort que d'autres royaumes dont on a discuté. Là. Effectivement, mais en même temps, peut-être que ça donne aucun bonus à l'autre armée, puis nous, ça nous donne un petit bonus, donc ça peut être intéressant dans certains match-ups. Si on voit la liste d'adversaires, on se dit, ah, ben moi, ce royaume-là, j'ai des sorts persistants, j'ai des sorciers, l'autre en a pas. Pourquoi pas? Tu soulignes quelque chose d'intéressant. On a tendance à étudier les royaumes, choisir le royaume en fonction de ce que ça va nous apporter comme bénéfice, mais aussi, il faut aussi tenir compte du bénéfice que ça apporte à l'autre, et parfois, ça va être plus stratégique de choisir un plus petit bénéfice pour soi, mais qui donne aucun avantage à l'autre, plutôt qu'un gros bénéfice qui est partagé entre nous et l'adversaire. Et ensuite, Ensuite, oui, ben, il resterait le Ulgu, le royaume de l'ombre. ouais, quand même intéressant celui-ci. Bon, son sort est particulier. C'est un sort qui se lance à 7. On choisit une unité ennemie à 12 pouces. Et on roule 7 dés. Et chaque jet qui va être en dessous de la valeur d'armure de l'unité choisie, c'est une blessure mortelle. Donc potentiellement, ça peut être très fort. Oui, ben, Comme sort. contre les hordes, surtout, qui ont des mauvaises, souvent qui ont des mauvaises sauvegardes d'armure, des witch elves, des grottes, Une chance qu'on ait mis le garde-fou à 12 pouces. Ça nous oblige à avancer le wizard parce que sinon c'était un sort à blessure mortelle qui était quand même très fort. Là. Oui, tout à fait. Ça, Et on a aussi une habileté de commandement qui est quand même intéressante, qui est compliquée à mettre en place, mais qui est intéressante. On prend un héros, on choisit une unité entièrement à 18 pouces et on la téléporte. Dans le fond, on la déplace et on la replace à 6 pouces du héros, mais 9 pouces des unités ennemies. Ça, je vois plusieurs applications. Ça peut être utile, mais ça peut être utile tant pour nous que pour l'adversaire. Pour un point de commandement, déplacer une unité. Potentiellement, on pourrait la déplacer, si notre héros ici, de 18 pouces, puis la ramener à 6 pouces, on peut la déplacer de 24 presque pouces. 24 pouces, oui. Pourquoi pas? Il y a quand même un garde-fou, c'est qu'il faut que ça reste autour du héros, donc 18 pouces du héros, finisse son mouvement à 6 pouces du héros. Bon, fait que ce sera pas toujours utile, mais dans certaines circonstances, dans certains scénarios, pourquoi pas? C'est quand même intéressant d'un point de vue stratégique d'avoir cette habilité-là. Mais comme tu dis, ça donne la même option stratégique à l'adversaire, donc c'est Ouais. un couteau à double tranchant. Oui. Et ben, on va terminer. Dernière partie, dernier ajout important. Hein, un ajout important au jeu match play ou à jeu égal, ça va être les objectifs auxiliaires. Alors, comment ça fonctionne les objectifs auxiliaires? On a une liste d'objectifs. En début de partie, on en choisit 2. Et à la fin de la partie, si on a réussi à faire nos objectifs, pour chaque objectif qu'on a fait, on marque un point. Et celui qui va avoir le plus de points d'objectif auxiliaire, advenant que la partie soit une nulle, va remporter une victoire mineure. Donc, ça ne peut pas nous permettre de gagner la partie, mais ça va faire en sorte que dans le cas d'une nulle, on pourrait aller chercher une petite victoire avec ces objectifs-là. Qu'est-ce que tu as pensé des objectifs auxiliaires? Si on parle de la mécanique elle-même, c'est intéressant. Dans la version antérieure du jeu, ce qui départageait les parties égales dans lesquelles les points des objectifs étaient égaux entre les deux joueurs, c'était le nombre de points tués, le différentiel de points tués. Là, on quitte ça pour aller vers d'autres objectifs, un autre type d'objectif. Donc, ça ajoute une deuxième couche, un deuxième niveau de profondeur tactique peut-être à la partie. Cependant, ça fait perdre de l'importance
au fait de tuer des unités adverses. C'est pas inintéressant. C'est sûr que les armées qui sont plus des armées de mouvement, de déplacement, etc., comme les Sylvanettes par exemple, vont pouvoir bénéficier de ce genre de ce changement de règles-là, alors que d'autres armées qui visaient plus sur tabler, là, détruire l'adversaire pour gagner, comme les Discipline Raiders, Mais ça va être moins intéressant. il reste encore quand même dans les objectifs auxiliaires des objectifs qui sont de détruire Tout une à fait. unité ennemie Mais ou il faut quoi que ce soit. cibler, c'est très spécifique. C'est très spécifique. Il y a d'autres objectifs que ça va falloir finir proche du bord de table de l'adversaire, etc. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on les choisit. Donc en fonction de notre armée, on va choisir des objectifs qu'on sait que notre armée est capable de faire. Tu le disais, il y a des armées qui ne sont pas pensées pour détruire les unités ennemies. On n'ira pas chercher des objectifs qui obligent de détruire. On va plus chercher des objectifs de positionnement en fin de partie. C'est sûr que c'est en jeu égal. Je trouve que ça rend le jeu plus égal. Tu l'as bien expliqué. Plutôt que de devoir miser sur les kill points pour pouvoir séparer une partie qui serait égale, là on va pouvoir miser finalement sur des objectifs qui vont dans le sens des forces de notre armée. Donc ça rééquilibre peut-être un petit peu le jeu, mais ça demeure anecdotique parce que c'est vraiment pour départager les situations où le nombre de points d'objectif est égal. Donc c'est pas des points de victoire qui se rajoutent. Non, non, le jeu va continuer à être un jeu de contrôle de l'objectif. Et ça va être un petit bonus la fois où on va avoir un match nul. On va dire, ah, j'ai fait deux objectifs, tu en as fait juste un de tes objectifs auxiliaires, donc je gagne la partie, une victoire mineure. Ceci dit, par exemple, dans le tournoi qu'on va faire, l'organisateur, lui, a inclus ça, dans le fond. Il y a des points pour les objectifs et quelques petits points pour les objectifs auxiliaires. Ben exactement, les tournois que Alex, en fait, que vous avez eu l'occasion de voir sur la chaîne, qu'Alex organise, on a un système de points qui est différent. Il y a 12 points qui sont alloués aux points d'objectifs, 4 points, je pense, qui sont alloués aux points d'objectifs secondaires. Donc, comme tu le disais, deux objectifs secondaires qui sont les mêmes pour les deux joueurs. Puis ensuite, 4 points pour le différentiel de kill point. Ouais. Donc c'est intéressant. Alors, ça fait le tour des changements pour le jeu égal. Évidemment, les plus gros changements, ceux qu'on attendait avec impatience, c'est les changements de coup en point. Il y en a certains dans le manuel général. Il en reste encore à venir dans la fac. Alors, nous, on se réserve ça pour une prochaine vidéo lorsque la fac va être sortie. On l'attend. J'ai fait refresh régulièrement sur la page de Warhammer Community pour voir s'ils sont sortis, mais pas encore, malheureusement. Mais dès que ça va être fait, on vous fait une analyse. Voilà, ben j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme vous voyez, on est encore avec des mesures de distanciation physique à cause du virus. Donc c'est pour ça qu'on était assis plutôt loin l'un de l'autre. J'espère aussi que vous avez apprécié notre petit décor Sylvanette que vous vous êtes cru quelques instants sur Guiran. Là, on est plus en train de se déplacer vers Ulgu, le royaume de l'ombre, maintenant que le soleil est couché. Donc voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, bon wargaming.